Vous êtes sur la première, 7h37. La croissance de l'Espagne repart à la hausse, plus 0,6% au second trimestre de l'année 2014. Bonne nouvelle, c'est ce qu'indique l'Institut national des statistiques. Bonne nouvelle, toutefois contrebalancée par le taux de chômage sur place en Espagne qui reste lui toujours très élevé. C'est près de 25% de la population active. Et cette croissance sans baisse du chômage se retrouve dans tous les pays européens qui ont subi la crise de plein fouet. La Grèce, le Portugal et aussi dans une moindre mesure la France. On va donc essayer d'expliquer cet apparent paradoxe avec vous. Raymond Torres, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du département de recherche de l'OIT, Organisation internationale du travail. Vous êtes vous-même d'origine espagnole, ça peut compter aussi dans le débat de ce matin. Et comment vous analysez cette croissance sans création d'emplois? Est-ce que c'est un paradoxe d'abord ? Bon, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, on s'y attendait dans la mesure où la reprise économique vient ensuite avec un certain délai avoir un impact sur le marché du travail, puisque les entreprises peuvent, sur le court terme, produire un petit peu plus sans embaucher. Il y a des capacités de production sous-utilisées, aussi en Espagne. Donc il y a un certain décalage entre la reprise économique et la reprise de l'emploi. C'est un premier point, mais il y a aussi des éléments structurels également. Et notamment, il y a des personnes qui sont déjà sorties du marché du travail, ont été expulsées du marché du travail et qui auront beaucoup de mal à se réinsérer sur le marché de l'emploi. Donc on risque d'avoir une reprise avec une base productive beaucoup plus faible et des personnes qui auront été expulsées du marché du travail. Ça s'est déjà passé aux États-Unis et ça a commencé de se passer également dans les pays européens. Alors dans ces pays d'Europe du Sud qui redémarrent, beaucoup de travailleurs sont engagés avec des contrats précaires. Est-ce qu'il faut s'en féliciter ou est-ce que c'est un nouveau risque qui pèse là ? Bien sûr, et notamment en Espagne, la reprise de l'emploi, il y a eu une certaine reprise de l'emploi pendant la première partie de l'année. Elle est due essentiellement à des contrats temporaires, donc à durée déterminée, parfois même très courte, ou au contrat à temps partiel non voulu. Donc effectivement, donc sur le peu de créations d'emplois qui ont lieu sont des créations d'emplois avec des contrats courts. Et il faut se préoccuper de cette situation sur le long terme. Comment on peut mieux protéger ces demandeurs d'emploi quand ils sont si nombreux avec ces contrats précaires? Comment est-ce qu'on peut faire? Alors il y a deux volets. Il y a d'abord la sécurisation des parcours professionnels, s'assurer que ces personnes bénéficient d'une certaine protection sociale, par exemple au titre du chômage. Et donc, par exemple, il y a des règles parfois d'indemnisation du chômage qui les excluent de fait, parce que les contrats sont trop courts et d'une certaine manière, ils n'ont pas droit aux allocations de chômage. Il faut revoir ces règles-là. Et de notre côté, il faut bien sûr faciliter la création d'emplois stables. Et là, évidemment, c'est très complexe. Cela passe notamment par une croissance économique qui elle-même serait plus prévisible, qui bénéficierait d'un crédit notamment bancaire plus stable. Et les conditions de crédit ont été très dégradées dans les pays européens. Donc on n'a pas les conditions réunies pour créer des emplois stables en Espagne. Raymond Torres, 0,6% au second trimestre 2014, toujours beaucoup de chômage. Ces conditions ne sont pas réunies pour l'instant. Pour l'instant, elles ne sont pas réunies. Il y a des conditions de reprise économique. Le crédit vers les petites entreprises a redémarré. Les exportations ont augmenté également. Mais pour l'instant, la situation est trop incertaine pour que les entreprises décident effectivement de créer des emplois stables. En plus, il y a eu bien sûr des changements dans la législation, des changements qui font que finalement les entreprises, malgré tout, préfèrent créer des emplois à durée déterminée parce que c'est plus facile, en tout cas sur le court terme, de gérer ce type de main-d'œuvre. Vous êtes donc le directeur du département de recherche de l'OIT. La BCE, la Banque Centrale Européenne, a récemment lancé un appel. L'Allemagne devrait, à ses yeux, augmenter fortement ses salaires alors que les pays d'Europe du Sud devraient les diminuer encore pour améliorer leur compétitivité. Bon, on connaît le mécanisme. Qu'est-ce que vous pensez de cette proposition ou de cette idée de la BCE, Raymond Torres? Bon, elle part d'une bonne intention, c'est-à-dire que bien sûr, pour régler les différentiels de compétitivité, les économies du sud de l'Europe ont eu un déficit de compétitivité par rapport aux pays du Nord et notamment l'Allemagne. Bien sûr, les régler par une augmentation des salaires dans les pays du Nord est bien mieux que de baisser les salaires fortement dans les pays du Sud. Donc pour l'Allemagne, c'est plutôt une bonne proposition. Pour l'Allemagne, c'est une bonne proposition, en commencer par déjà la création d'un salaire minimum qui a été déjà décidé. Et je pense que ça passerait surtout par les bas salaires. C'est-à-dire, ça dépend de quel salaire on parle, et notamment au niveau des bas salaires, c'est une bonne chose parce que cela permettra de soutenir la croissance en Allemagne sans affecter la compétitivité de façon excessive. Il faut voir que l'Allemagne connaît des excédents extérieurs très important, donc elle a une marge importante. Par contre, la deuxième partie de la proposition,
qui concerne la baisse des salaires dans les pays du Sud, là, nous sommes beaucoup plus circonspects et sceptiques sur l'utilité. Parce que déjà, les salaires ont baissé dans les pays du Sud de l'Europe, et les diminuer davantage, peut-être améliorer quelque peu la compétitivité, mais surtout diminuerait la demande interne, et d'une certaine manière, diminuer la demande interne, la consommation, l'investissement, beaucoup plus que les gains de compétitivité permettent de compenser. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une course contre la montre dans ces pays d'Europe du Sud. Si on s'engage dans une baisse permanente des salaires, et je crois que l'impact total serait négatif pour l'économie et pour l'emploi des pays d'Europe du Sud. Donc nous ne sommes pas d'accord avec la deuxième partie de la proposition. Vous êtes d'accord pour l'Allemagne? Cela dit, est-ce que c'est pas quand même dangereux d'inciter les entreprises privées en Allemagne à augmenter encore leurs salaires et risquer de devenir moins compétitives? Est-ce que là, on joue pas un peu avec le feu, Raymond Torres? Parce que l'Allemagne tire l'Europe quand même. Donc là, est-ce que c'est pas un peu, pas un peu délicat? Les données objectives de l'Allemagne sont des données qui donnent à penser qu'une augmentation de la demande interne en Allemagne serait importante pour l'Allemagne elle-même. L'investissement des entreprises, en fait, a diminué, l'effort d'investissement a diminué en Allemagne. Deuxièmement, je le rappelais tout à l'heure, il y a un excédent extérieur important en Allemagne. C'est-à-dire qu'il y a des possibilités d'augmenter la demande interne sans que cela dégrade les comptes externes de l'Allemagne, qui est bien géré par ailleurs. Et troisièmement, il y a un problème d'emploi faiblement rémunéré. On a parlé de mini-jobs en Allemagne, par exemple. Et donc, il y a aussi un besoin social qu'il faut aussi satisfaire. Donc, des trois points de vue, on peut imaginer une augmentation des salaires, à commencer par les bas salaires en Allemagne, sans que pour autant il y ait une dégradation de la compétitivité. Au contraire, on peut imaginer un redémarrage de l'investissement en Allemagne, et par conséquent une amélioration sur le long terme de la productivité et des conditions de production en Allemagne. Si on compare l'Europe et les États-Unis sont parvenus à baisser drastiquement leur taux de chômage. On rappelle que c'était quasiment 10% début 2010. Ils sont à 6,1% les États-Unis. Qu'est-ce qu'ils font mieux que nous, les États-Unis? Pourquoi eux y arrivent et nous, Européens, n'y arrivons pas? Le problème, c'est le fonctionnement de la zone euro. C'est-à-dire que les États-Unis, en fait, ont une politique monétaire qui, d'une certaine manière, est là pour soutenir les efforts de redressement de l'économie américaine. Et par exemple, dans les objectifs de la Banque centrale américaine, il y a le plein emploi. Et c'est une des raisons pour lesquelles la politique monétaire en Allemagne a soutenu l'économie, parce qu'elle a aussi pour objectif pas seulement évidemment la stabilité des prix, mais aussi le plein emploi. Donc l'euro est un problème pour nous? La construction de l'euro a connu des défauts, et ça, je crois que c'est une évidence aujourd'hui. C'était pas évident au départ, d'une certaine manière, c'était peu prévu au départ, mais elle a connu un défaut de construction. Il faut que la politique monétaire soit beaucoup plus intégrée dans la politique économique de la zone euro. Et deuxièmement, la politique budgétaire elle-même, elle est peu coordonnée, elle est mal coordonnée en Europe, encore aujourd'hui. Alors qu'aux États-Unis, la politique budgétaire également est venue soutenir l'économie, et lorsque l'économie redémarre, la politique budgétaire finalement est en retrait, parce que déjà l'économie a redémarré. Dans le cas de l'Europe, les pays qui ont le plus besoin de stimulants sont ceux qui ont dû réduire les dépenses publiques, qui ont dû augmenter les impôts. Donc c'est une politique budgétaire qui n'a pas aidé à corriger le cycle, mais au contraire l'a aggravé. Mais vous demandez une politique monétaire plus active en Europe. Pourtant, certains économistes estiment que la BCE dépasse déjà ses compétences. Est-ce que là aussi, on ne va pas un peu jouer avec le feu? Est-ce qu'on n'est pas allé au bout, là, déjà? Alors c'est vrai, du point de vue, des traités. C'est-à-dire, selon les spécialistes des traités européens, le Mario Draghi est allé à la limite, même un peu au-delà de ce qu'il pouvait faire pour soutenir l'économie européenne. Mais justement, il y a une nouvelle Commission européenne, on peut reconsidérer les traités, faire en sorte que la Banque centrale européenne puisse être mieux intégrée, je crois que c'est de cela qu'il s'agit, dans la politique économique européenne. C'est, je crois, l'enjeu pour la prochaine Commission européenne. Et si on revient à l'euro, pour vous, clairement, il faut restructurer toute cette zone euro, Raymond Torres? Restructurer, je crois que il y a évidemment des éléments qui sont là, des instruments qui existent, qu'on peut mieux utiliser. Par exemple, quand on regarde la Banque européenne d'investissement, pour l'instant, les engagements de la Banque européenne d'investissement, qui a une base de capital très importante et qui pourrait être un instrument d'effort industriel, notamment dans les pays les plus en crise, la Banque européenne d'investissement investit beaucoup plus, par exemple en Autriche, qu'au Portugal. Oui. Ou plus dans les pays du nord de l'Europe que dans les pays du sud de l'Europe. Donc je crois qu'il y a des critères qu'on peut revoir relativement facilement et relativement vite
pour faire redémarrer la croissance en Europe, je crois sans changement fondamental des traités européens, mais en utilisant mieux les instruments qui existent. On parlait de cette croissance sans baisse du chômage, vous nous avez expliqué le mécanisme, on parlait de l'Espagne, mais il y a aussi évidemment la Grèce, le Portugal, et dans une moindre mesure la France. Est-ce que le mécanisme qu'on a expliqué là pour l'Espagne va marcher aussi pour ces pays-là dans les prochains mois ? Je crois que, d'une part, avec un redressement de la politique salariale, c'est-à-dire la baisse des salaires dans l'ensemble de la zone euro n'est plus une bonne idée. L'ensemble de la zone euro est en situation excédentaire aujourd'hui, et donc elle a besoin d'un stimulant aussi du côté de la demande. Et par ailleurs, bien sûr, il y a des réformes, et notamment des réformes pour que les chômeurs continuent de préserver leurs compétences et de participer au marché du travail. Et je crois qu'en France, comme dans d'autres pays, il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Et par ailleurs, il y a également, bien sûr, les problèmes de compétitivité en général, de productivité, pour lesquels il faut une action beaucoup plus focalisée sur les petites et moyennes entreprises. Et là, quand on compare la France et l'Allemagne, c'est là qu'il y a l'enjeu, c'est-à-dire faire en sorte qu'en France également, comme ça a été le cas en Allemagne ou en Suisse d'ailleurs, les petites entreprises puissent croître, devenir des entreprises de taille moyenne, qui sont celles qui connaissent des gains de productivité, des possibilités de création d'emplois stables. Et là, il y a bien sûr toute une restructuration et des réformes dans les systèmes financiers, dans les politiques industrielles également, qui sont très importantes. Du côté de l'OIT, quelles sont les prévisions, par exemple pour l'Espagne? On a 25% de chômage, on en sera à quel pourcentage dans quelques mois? Qu'est-ce que vous prévoyez là? Nous prévoyons que l'augmentation du chômage, d'une certaine manière, heureusement, a pris fin. Et donc on a atteint un pic là? On a atteint un certain pic, mais qui est à 24-25%, donc je crois qu'on est très loin du compte. Donc à ce rythme, on mettra au moins une décennie pour faire baisser le chômage à des niveaux, disons, raisonnable. Donc, nous pensons qu'il faut en plus du redémarrage de la croissance, il faut des politiques ciblées sur les jeunes. Plus de 1 sur 2 sont au chômage, ouais. Et surtout sur les ménages sans emploi, où ouais. Tous les membres de la famille sont sans emploi. Là également, on peut imaginer des dispositifs d'urgence pour que ces personnes retrouvent un minimum d'emploi.